Bienvenue dans Entre deux News, votre émission d'analyse et de décryptage de l'actualité ivoirienne et internationale sur Reflet TV. Aujourd'hui, nous mettons en lumière deux sujets majeurs et brûlants, la grève des fonctionnaires et la suspension de certains salaires, ainsi que la dissolution par décret pris en Conseil des ministres de toutes les associations d'étudiants et d'élèves à caractère syndical en Côte d'Ivoire. Des décisions qui font débat et soulèvent des questions fondamentales sur les droits sociaux, la liberté d'association et les relations entre les autorités ivoiriennes et les corps intermédiaires. Bonsoir chers téléspectateurs, vous faites bien de vous informer et de suivre Reflet TV. Passons tout de suite au premier sujet de cette émission, la grève des fonctionnaires et la suspension des salaires de 26 meneurs syndicaux, ainsi que la retenue sur d'autres salaires. Et pour en discuter, nous recevons ce soir Jean-Yves Abonga, président de l'intersyndicale des travailleurs de Côte d'Ivoire. Bonsoir président. Bonsoir, Cédric. Merci d'avoir honoré notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et un second invité, Arsène Anoma, analyste politique. Bonsoir Arsène Anoma. Bonsoir, monsieur Cédric. Merci à vous également d'honorer notre invitation. Merci. Alors, président, quelle lecture faites-vous? Quelle est votre position d'abord? L'intersyndicale, bien sûr, face à la suspension des salaires de 26 principaux meneurs de la grève des fonctionnaires. Il faut dire que, d'abord, d'entrée de jeu, je voulais être solidaire de ces 26 personnes qui ont été sanctionnées par le gouvernement. Indiquer que les sanctions prises par le gouvernement, certes, sont légales, mais je m'interroge sur l'opportunité, actuellement, de prendre ces sanctions. On a introduit, avec le gouvernement, un paradigme nouveau qui précise qu'il faut privilégier le dialogue. Or, quand on regarde bien les événements, on voit que la part gouvernementale ou les engagements du gouvernement n'ont pas totalement été bien exécutés. On avait convenu, par exemple, qu'on mettrait en place les cadres de dialogue social sectoriel en mars 2023. Quand on fait le bilan, ce n'est pas tous ces cadres-là qui ont été déjà installés. On a aussi convenu qu'en fin mars 2023, on mettra en place le comité consultatif de la fonction publique. Là également, il y a eu un déficit à ce niveau. Donc, je veux dire que les responsabilités sont partagées. C'est pourquoi je voudrais indiquer que pour moi, l'opportunité de ces sanctions actuellement, surtout que les 10 meneurs ont privilégié le dialogue après leur grève. Et on a même souhaité que ce dialogue soit enrichi, constructif. Mais moi, on parle de 26 meneurs. On se retrouve à 26 meneurs, c'est ce que je voulais dire. Vous parlez de 10, alors qu'on nous dit dans le communiqué... Non, je n'ai pas encore donné de chiffres. J'ai dit simplement que ces meneurs-là, dans leur déclaration, à la fin de leur grève, ont souhaité engager le dialogue avec le gouvernement. La preuve, au niveau de l'éducation nationale, un atelier s'est tenu récemment à Bassam, où ces meneurs, justement, étaient présents. Voilà. Ils ont travaillé et les conclusions même qui sortent de cette réunion indiquent que c'est dans la convivialité et c'est dans le respect mutuel qu'ils ont travaillé. Bon, quand on sort de là, et puis le lendemain, à un conseil des ministres, on prend des sanctions aussi dures que ce que nous avons... Vous avez reconnu tantôt que la grève est illégale. Bon, si on s'en tient au dispositif légal actuel, on peut dire que cette grève-là est illégale. Et toutes les grèves qui ont été organisées en Côte d'Ivoire depuis 1992 sont illégales. Comme l'a reconnu M. Blibli sur le... D'accord. Pourquoi c'est difficile de, de respecter cette loi de 92 qui encadre la grève en Côte d'Ivoire? On vous dit, vous devez d'abord, dans un premier temps, discuter, échanger avec votre autorité ministérielle, dans le cas d'espèce, le ministre de l'Éducation nationale. C'est ce qui n'a pas été fait? Si vous n'entendez pas, alors vous allez à un échelon supérieur. Est-ce que ça n'a pas été respecté? À ce niveau, ça n'a pas été respecté. Puisque quand ils ont commencé à travailler, je veux dire, quand ils ont commencé à discuter avec le ministre, ils avaient convenu de faire un atelier depuis le mois de mars 2024. Le non-respect est de la part de qui? De l'État. De l'État. De l'État. Mais quand ils ont déposé le préavis de grève et qu'ils ont exécuté la grève, l'atelier a été organisé dans les meilleurs délais à Bassam. Donc pour vous... Donc je veux dire simplement que le dispositif actuel qui encadre la grève en Côte d'Ivoire ne peut pas permettre de pouvoir exécuter librement l'activité syndicale. Une grève légale. Voilà. Donc, je n'ai pas fini la procédure.
si vous le permettez, je peux aller plus loin. Allez-y, expliquez. Voilà. L'étape supérieure, vous arrivez au ministère de la fonction publique. Si vous n'entendez pas encore là-bas, vous remontez maintenant au niveau de la primature. Et là-bas, si vous n'entendez pas également le Premier ministre, c'est en ce moment-là que vous devez maintenant adresser une note au ministre de la fonction publique à travers un préavis. Et le ministre-là vous délivre une attestation pour vous dire, bon, vous pouvez maintenant faire grève. Le ministre ou le Premier ministre? Le ministre de la fonction publique. Moi, j'avais cru comprendre que c'était le Premier ministre qui délivrait. Non, pas le Premier ministre, c'est le ministre de la fonction publique. Un récépissé qui vous donne le droit d'entrer en grève. Bon. Je prends un exemple très simple, M. Sidik. Vous êtes dans un établissement public à Tengrela, vous avez une difficulté avec votre chef d'établissement, votre employeur. On vous contraint donc d'échanger avec l'employeur. Après avoir échangé avec l'employeur, si vous n'avez pas attendu, vous devez monter voir le ministre. Vous êtes à Tengrela, hein, le ministre de l'Éducation nationale, ensuite le ministre de la fonction publique, ensuite le Premier ministre. Vous voyez que ce travailleur-là, à Tengrela, ne pourra jamais voir son problème résolu. Donc pour vous, en somme, il faut revoir même les textes. Voilà. Quand on confronte notre dispositif légal. Mais que propose l'intersyndicale des travailleurs? La question a été déjà, pour nous, on l'a posée clairement au gouvernement. On va encore continuer de le faire. Il faut confronter notre dispositif légal qui encadre la liberté syndicale en Côte d'Ivoire avec le dispositif des conventions internationales qui existent. Entre l'OIT L'OIT, voilà, la Convention 87, la Convention 98, les Conventions 135 et 154, si ma mémoire est encore bonne. Toutes ces conventions-là permettent de mettre en place un dispositif qui permette la liberté syndicale en Côte d'Ivoire. Donc, selon vous, la liberté syndicale en Côte d'Ivoire n'est pas faite? Il y a des limitations. Il y a des éléments dans le dispositif légal qui restreignent cette liberté. Voilà. C'est pourquoi il faut faire en sorte qu'on lève ces restrictions et qu'on permette la pleine activité syndicale. Parce que, je le dis tantôt, souvent, quand je suis avec les autorités, tous les acquis que nous avons obtenus, il a fallu que les syndicalistes se lèvent pour le faire. Entre 1992 et 2001... Excusez-moi, il y a un de vos, je peux dire, camarades, leader syndical, si je me permets de citer son nom, M. Paul Nouveau, actuel PCA de la MUFC et secrétaire général du MIDD, si je ne m'abuse, qui a dit sur un plateau de télé que, en fait, tout ce qui a été obtenu par les travailleurs et enseignants n'a pas été obtenu par la grève, mais par la négociation. Alors que vous, votre affirmation, vous allez contre cela. Non, j'ai dit la lutte. La lutte, c'est différent de la grève. C'est différent de la grève. La lutte syndicale a ses moyens. D'accord? Et dans ces moyens-là, on trouve la grève. La grève. Mais la négociation, c'est aussi un moyen de lutte syndicale. Voilà. Donc, ce que je suis en train d'expliquer. Mais tantôt, qu'est-ce que vous pensez de l'affirmation du secrétaire général du MIDD? Bon, par solidarité, je n'aime pas trop commenter les propos de mes pairs. Okay. Mais ce que moi je peux dire déjà, c'est que nous, conscients du fait que notre pays doit se développer, et vu le fait également que les conflits de ce type-là entraînent donc des dommages collatéraux qui sont très souvent difficiles à supporter pour les uns et pour les autres, nous, on a en accord avec le gouvernement, avec le Premier ministre Feu Amadou Gon Coulibaly qui est décédé, on a convenu de trouver des solutions aux préoccupations des travailleurs en privilégiant le dialogue. Et qui a mené aux différentes signatures de trêve sociale. C'est ça qu'on a mis en place. Est-ce que ce dialogue est rompu aujourd'hui? Pas du tout. La signature de ces deux trêves-là, pour moi, sont le début de la construction d'un dialogue en Côte d'Ivoire. Un dialogue permanent. Un dialogue social permanent en Côte d'Ivoire. Alors, on va poursuivre avec le sujet. Arsène Anoma, hein, tout d'abord, comment vous interprétez cette mesure prise par le gouvernement ivoirien avec, bien sûr, hein, la sanction de 26 meneurs principaux de cette grève-là? Bon, pour moi, partant du fait que la grève est illégale, la grève étant illégale, le leader syndical ici présent sur le plateau l'a reconnu. Pour moi, le gouvernement est dans son droit de prendre des mesures que lui donne la loi pour sanctionner ces personnes-là. Mais ça n'empêche pas le fait que le dialogue puisse continuer. Parce que concomitamment, il y a eu aussi une rencontre à Bassam qui a produit certains résultats. Et pour moi, j'estime que le gouvernement est toujours
dans le dialogue et ouvre toujours la porte à un dialogue avec les travailleurs. Donc pour moi, le fait d'avoir pris cette mesure, qui est une mesure légale et normale, n'empêche pas le dialogue et le dialogue continue. Donc pour moi, je suis... c'est vrai, c'est douloureux pour des pères de famille, des mères de famille de se retrouver à la fin du mois sans salaire ou avec des retenues. Mais je pense qu'en décidant d'aller en grève, ce sont des responsables, ils ont mesuré tout ce qui pouvait advenir en pour et en contre et ils ont pris la décision d'aller en grève. Bien avant de suivre la déclaration du gouvernement, j'ai une question rapide. Est-ce que toutes les organisations syndicales sont d'accord avec ce que vous avancez, vous qui dites que cette grève est illégale? Bon. Et aussi les liens entre l'intersyndical et les différents syndicats qui existent. D'accord, mais je vais d'abord rebondir sur ce qu'il a dit. Vous ne pouvez pas sanctionner les 26 leaders et puis souhaiter que la discussion continue. Non, mais la sanction est la réponse à la grève illégale. Je vais terminer. Le gouvernement précise très bien que c'est sous réserve de tout ce qu'il y a comme poursuite judiciaire qui pourrait donc être amorcé par le gouvernement, oui. etc. etc. Oui. Vous pensez qu'on peut discuter sereinement quand il y a une épée de Damoclès sur votre tête? Bon, je pense aussi que le gouvernement est responsable. Non, moi je pense que ce n'est pas opportun. Ça, il faut le dire clairement au gouvernement. Ce n'est pas opportun de sanctionner des leaders syndicaux. Nous pouvons réagir pour la simple raison que... Si vous permettez, je vais terminer. Laissez qu'il aille d'abord bouger les idées. Vous allez peut-être réagir. Okay. Pour moi, il est important de construire ce dialogue-là. Un dialogue pendant que vous menez social. Une grève qui est illégale selon vous? Non, le dispositif actuel... Moi, j'ai fait des grèves que vous avez considérées comme des grèves illégales. Illégales. En Côte d'Ivoire, ici. J'ai été sanctionné. Mais quand, à la fin, on obtient des résultats, qui récupère ses acquis? Qui est content de dire que c'est moi qui ai fait ceci, pour les fonctionnaires? Ce sont les hommes politiques. Ce sont les hommes politiques. Quand on a décroché les enseignants, le bénéfice, ce sont les hommes politiques qui ont bénéficié. Non, quand on a mis en place un profil de carrière pour les différents fonctionnaires, ce sont les hommes politiques qui ont pris ça comme exemple dans leur projet de campagne. Alors, oui, mais l'acquis... Juste après, okay. Parlons d'hommes politiques, je vous emmène tout de suite suivre la déclaration du Conseil des ministres d'hier mercredi sur la suspension du salaire de 26 principaux meneurs et la retenue sur salaire des fonctionnaires, enseignants et agents de santé grévistes, lu par le ministre porte-parole principal du gouvernement, Amadou Koulibaly. On l'écoute. Au titre du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le Conseil a adopté 2 communications. La deuxième communication est relative, quant à elle, au compte-rendu de la grève observée par certains syndicats du 15 au 17 octobre 2024. L'appel à la grève a été lancé et maintenu par certains syndicats représentant les secteurs de la santé et de l'éducation-formation, en dépit des négociations ouvertes par le gouvernement à travers le ministre chargé de la fonction publique et des réformes et des formes légales prescrites par la loi du 11 septembre 1992 sur la grève dans les services publics. Les mesures préventives prises par le gouvernement ont permis de minimiser les effets perturbateurs de la grève et ont pu garantir la protection et le fonctionnement des services publics impliqués. Toutefois, compte tenu du caractère illégal de ce mouvement de grève et en application de la loi surmentionnée, les meneurs principaux, je reprends donc, les meneurs principaux au nombre de 26 ont vu leur salaire suspendu dès ce mois d'octobre et les autres participants ont subi une retenue sur salaire équivalente aux 3 jours de grève. Sans préjudice des poursuites pénales, dont sera saisi le procureur de la République pour les auteurs d'actes de violence et de destruction de biens publics ou privés, la procédure disciplinaire sera déclenchée contre les meneurs de cette grève illégale dès la semaine prochaine. Bien de retour, on a regardé l'élément Arsène Anoma que vous inspire cet extrait. Bon, pour moi, c'est la suite logique de l'illégalité de la grève. Le gouvernement ne pouvait pas rester sans réaction et il fallait au gouvernement de faire respecter les lois de l'État. Donc le gouvernement a pris
les mesures. Mais comme je disais tantôt, ça ne ferme pas la porte à la négociation. Et le gouvernement, dans sa logique de toujours avoir des avancées pour les travailleurs de Côte d'Ivoire, va continuer la négociation. La preuve, il y a eu la rencontre à Bassam qui a accouché de certains résultats. Et tous les responsables gouvernementaux ont dit que le gouvernement ne ferme pas la porte à la négociation. Et je pense que la négociation continuera avec les travailleurs de Côte d'Ivoire. Vous avez aussi voulu réagir avant qu'on regarde l'élément? Oui, en fait, je parlais de l'opportunité. Lorsque le Fred parlait de l'inopportunité de la décision du gouvernement de suspendre les salaires, je voulais parler aussi de l'inopportunité d'entrer en grève au moment où le gouvernement plaidait pour qu'il y ait une solution concertée. Parce que je pense que le gouvernement... Même avec ses engagements non respectés? Non, je pense que le gouvernement n'a pas voulu ne pas respecter des engagements. Il y a certainement eu des retards. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Il y a eu des retards parce qu'effectivement, comme l'a dit le leader syndical, il y a des choses qui auraient dû être faites depuis un certain moment qui n'ont pas été faites. Mais vous connaissez tous les lourdeurs administratives et puis tout ça. Mais ça n'a pas empêché que le gouvernement, lorsque la grève approchait, a demandé aux leaders syndicaux de ne pas entrer en grève puisque le processus de dialogue était enclenché. Et je pense que même si cette grève n'avait pas eu lieu, le processus de dialogue allait se mettre en place et apporter les résultats qu'il faut. Comme il y a eu déjà les 2 signatures précédentes de trêve sociale, on pouvait arriver à des accords entre le gouvernement et puis les fonctionnaires sans passer par cette grève illégale. Président, quelle lecture vous faites de cette déclaration, de cet extrait? Bon, tout à l'heure, vous m'avez demandé est-ce que la grève est illégale. J'ai répondu en m'appuyant sur le dispositif légal qui existe. Voilà. C'est ce que dit le dispositif légal. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est le dispositif légal qui le dit. Je voulais déjà faire cette précision. Bon, je l'ai déjà indiqué. Je pense que le gouvernement est dans son droit de sanctionner, suivant les règles. On parle même de violence hein, dans la vidéo. C'est qu'il y a des violences enregistrées par endroit. Je laisse le gouvernement lui-même assumer les propos qu'il tient. Moi, ce que je veux simplement rappeler, c'est l'opportunité. Parce que pour moi, on est en train de construire ensemble un processus de dialogue social en Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut se dire que si on veut se développer, il faut qu'il y ait la paix. Et la paix sociale, pour moi, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Il y a des débats entre les hommes politiques, mais si on réussit à construire, à mettre en place des instruments de dialogue fiables, on n'aura pas de grève. Et si chaque acteur joue sa partition correctement, il n'y aura pas de grève. Est-ce que vous, en tant que leader syndical, vous pensez que les instruments de dialogue fiables ne sont pas réunis? En tout cas, c'est maintenant qu'on les met en place. De 92, je vous pose la question à vous, hein, de 92 jusqu'à 2022, citez-moi un instrument de dialogue ou un cadre de dialogue à la fonction publique. Mais quels sont les cadres qui ont permis, par exemple, d'aboutir aux signatures des trêves sociales? Ce sont des cadres de dialogue. Je vais vous dire une anecdote. J'ai échangé avec le Premier ministre Amadou Gongo Coulibaly. Il m'a posé une question essentielle. Monsieur Abonga, est-ce que vous voulez qu'on traite de vos préoccupations dans le conflit, dans la crise, ou bien est-ce que vous voulez qu'on traite de vos préoccupations dans la paix? C'est une question essentielle. Effectivement. Nous, on a répondu qu'on veut traiter nos préoccupations dans la paix. Mais pour qu'on puisse le faire dans la paix, il faut qu'il y ait des cadres, des instruments qui n'existent pas. Donc, la trêve sociale, c'est le commencement de la mise en place des dispositifs de dialogue en Côte d'Ivoire. C'est en 2022 que le président de la République a pris un décret pour instituer les cadres de dialogue social dans les ministères techniques. Les sectoriels et sectoriels. autres sectoriels. Un autre décret a été pris pour le comité consultatif, qui existait déjà dans l'ancienne loi, mais qui n'a jamais été activé jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour nous, et c'est vraiment essentiel, si on veut la paix sociale, il faut que tous les partenaires, le gouvernement et les partenaires sociaux, donc pour vous, le gouvernement ne joue pas son rôle, ne joue pas effectivement sa part, ne fait pas sa part dans ce dialogue-là. En tout cas, il y a un déficit dans les engagements, les actions que le gouvernement met en place. La preuve, vous l'avez dit, les lenteurs sur des questions où les deux parties ont convenu de mettre ça en œuvre. On a dit par exemple, on doit faire ceci à telle date, on doit faire cela à telle autre date, mais ça n'a jamais été respecté. Donc il faut que chacun joue sa part.
Bien. Alors, se demande aussi... Autant les syndicalistes sont sanctionnés quand ils posent un acte de grève, autant aussi l'administration doit pouvoir faire en sorte que sa responsabilité ne soit pas engagée dans le processus qu'on a mis en place. Doit pouvoir prendre sa responsabilité entière. Voilà, entière. Président, quel est le rôle de l'intersyndicale? Nous sommes une centrale syndicale qui défendons donc les droits des travailleurs du secteur public et du secteur privé. On est né en 2016. On s'est mué progressivement en centrale qui couvre les deux secteurs en 2023. Il faut dire qu'au sein de notre organisation, nous avons plusieurs fédérations dans le secteur de l'éducation justement qui ont fait la grève, au niveau de la santé et puis dans d'autres familles d'emploi de la fonction publique et aussi au privé. Donc c'est une structure syndicale, une centrale syndicale qui se met au service des travailleurs et qui veille sur leurs intérêts. Et votre rôle dans la gestion de cette crise? Bon, on a essayé de faire la médiation. Parce que, comme je l'ai dit, c'est nous qui avons signé la trêve sociale. Donc, notre devoir, c'est de faire en sorte que le dialogue soit privilégié. Donc, on a fait la médiation. Mais comme je l'ai indiqué, quand vous êtes en face d'une autorité administrative qui ne veut pas qu'il y ait de rencontres, de discussions... Qui traîne les pas. Bon, écoutez, c'est selon vous, c'est votre analyse. Ça durcit. Mais la preuve, vous prenez... je pense que c'est l'exemple de l'éducation nationale. Ils ont travaillé... dans le comité consultatif qui a été mis en place par la ministre, mais qui ne respecte pas même le décret que le président de la République a pris pour créer le cadre sectoriel. Mais malgré ça, les syndicats se sont engagés dans ce cadre-là pour travailler. Ils ont convenu de mettre en place un atelier ensemble. Il a fallu qu'ils sortent, qu'ils annoncent qu'ils sortent du dialogue pour qu'elles viennent les recevoir. La discussion s'ouvre encore de nouveau. Ils conviennent donc qu'ils trouveraient une date pour l'atelier. Nous sommes en mars 2024. Ils font une assemblée générale où ils annoncent encore les couleurs pour ne pas aller en grève, mais ils souhaiteraient que les vacances servent pour faire l'atelier et trouver des solutions. Les vacances sont passées, il n'y a rien du tout. Ouais. Ils font une assemblée générale, ils déposent un préavis de grève encore à ce niveau. En principe, si la ministre est dans les dispositions pour les recevoir, elle devait les recevoir même avant ça. Et la grève n'aurait pas eu lieu. Donc je pense que chacun de nous, on doit pouvoir tirer une part de responsabilité dans ce qui se passe. Donc ce que vous dites, la grève s'imposait comme un impératif aux agents du secteur de la santé des autres secteurs qui l'ont fait. Oui, parce que c'est le paradigme ancien. Hier, c'est comme ça. Quand les gouvernants ne nous recevaient pas, on déposait un préavis de grève et subitement, ils nous reçoivent. La preuve, vous avez vu. Ils ont déposé un préavis de grève, il y a eu une situation de rencontre. Or, on veut sortir de ce paradigme-là. En tout cas, moi, pour ma structure et pour l'ensemble de nos membres, on veut sortir de ce paradigme ancien où il faut savoir déposer un préavis de grève avant qu'on puisse trouver une solution. Je pense qu'on peut expérimenter ce paradigme nouveau où, dans un cadre de dialogue, on s'asseye pour discuter. Parce que l'impression, on a des problèmes. Donc, selon vous, cette grève-là a fait bouger les lignes, a été salvatrice pour les initiateurs? Bon, en tant qu'observateur, quand je regarde, c'est ce que l'opinion pourrait penser. Bien. Arsène Noma, comment en tant qu'analyste, voyez-vous l'impact de cette mesure du gouvernement sur la relation entre l'État de Côte d'Ivoire et les fonctionnaires? La suspension des salaires? Bien sûr. Bon, moi je pense que, au vu, il y a déjà eu un communiqué qui est sorti de certains enseignants du secondaire qui ont dit qu'ils allaient désormais mener toutes leurs actions dans le cadre légal des lois, qu'ils ne feraient plus rien. Ça veut dire qu'ils n'allaient plus faire des choses qui ne leur sont pas demandées. Donc je pense que nous allons vers un durcissement de la position des fonctionnaires, en particulier des enseignants. Il y a eu aussi, si mes informations sont bonnes, il y a une scission ou bien la naissance d'un nouveau syndicat. Il y a certains qui sont sortis du MIDD pour créer un autre syndicat. Donc je pense que logiquement, cette position, cette action, ces sanctions prises par le gouvernement va durcir la position des enseignants en particulier et peut-être des fonctionnaires en général. Mais moi, j'ai foi que, étant donné que toutes les avancées qui ont eu lieu jusqu'à maintenant se sont faites sous le fait du dialogue, je pense que la raison gagnera tout le monde et les gens viendront à la table de négociation pour que la paix sociale demeure. Bien. Président, est-ce qu'ici on peut parler d'une violation du droit des fonctionnaires? Bon, je l'ai déjà dit, quand on regarde le dispositif légal là,
le gouvernement agit selon les textes qui existent. Donc, il n'y a pas de... il n'y a pas de violation, sauf si vous allez geler le compte d'épargne d'un travailleur. Bon, à ce niveau-là, il y aura une violation. Mais je voulais rebondir sur ce que Arsène Anoma vient de dire. C'est-à-dire que fragiliser une partie prenante d'une décision ne produit pas de bons résultats. Et quand on parle de travail décent, il y a 4 piliers dans le dialogue social. Et quand dans ce dialogue social, les deux parties manquent de confiance, ce n'est pas évident que vous ayez de bons résultats. J'insiste encore pour dire que le gouvernement affirme à qui veut l'entendre, qui veut trouver la solution aux problèmes des fonctionnaires. Les fonctionnaires aussi disent qu'ils ont des problèmes qu'ils veulent exposer au gouvernement. Mais qu'est-ce qui nous empêche de faire en sorte que, de manière constructive, on se retrouve pour adresser ces questions? Alors, en tant qu'intersyndical, quelle solution envisagez-vous pour sortir de cette impasse? Pour nous, et je l'ai dit, la question de la prime, qui est aujourd'hui l'objet de la crise, c'est le fait que le traitement salarial des fonctionnaires n'est pas équitable. On a eu beaucoup d'efforts avec le président Ouattara depuis son arrivée. Non, je veux dire que même malgré les efforts, les fonctionnaires ne vivent pas dans des conditions... Ils ne vivent pas décemment. Donc vous, ça pour moi, c'est un fait. C'est un fait. Et c'est indéniable. Vous pouvez même faire des recherches pour voir combien de fonctionnaires ont leur toit à eux, combien même... Mais quand on compare également au pays de la sous-région, en Côte d'Ivoire... Ah, mais dans la sous-région, vous n'avez pas payé une maison à 250 000 francs à Yopougon. Un quartier comme Yopougon, dans la sous-région, là-bas, vous ne payez pas la maison à 250 000 francs. Mais en Côte d'Ivoire, tu payes à 250 000 francs. Mais je pense aussi qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut aussi reconnaître toutes les avancées que les nous le reconnaissons justement. J'ai bien dit, malgré les avancées qu'on a obtenues, le fonctionnaire ne vit pas encore dans des conditions décentes. Donc nous, comment on fait pour que ça change? C'est en mettant en place ces différents cadres-là. Vous avez parlé également que chacun de nous on puisse discuter correctement. Les primes là, c'est pas normal que pour les fonctionnaires qui ont des mêmes grades, certains aient des primes très avantageuses et d'autres pas du tout de primes. Ça pose un problème même d'équité. Donc c'est ce problème d'équité-là qui est posé aujourd'hui. Et nous devons pouvoir adresser ça tranquillement, sans qu'il y ait trop de pression. Donc pour vous, cette question-là, cette question de l'octroi de la prime à tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire est non négociable? Mais ça figurait déjà même, M. Anoma, les fonctionnaires de 2021 à 2022, on a recensé 386 préoccupations, issues donc des différents syndicats de la fonction publique. On a synthétisé et identifié 16 préoccupations transversales, dont la question de la prime. Mais on ne peut pas tout adresser. Donc on a adressé une partie de ces préoccupations. En accord, et on a signé donc la seconde trêve sociale. Mais on avait convenu que toutes ces questions-là, urgentes, dont la prime qui n'a pas été traitée, seraient traitées dans le cadre du comité consultatif. Vous voyez? Donc, ce n'est pas la grève qui fait que c'est un problème. Le problème existe depuis longtemps. Donc nous, on voulait adresser ça tranquillement. Si on avait mis en place ce cadre, justement, depuis 2023, on aurait déjà adressé la question et le gouvernement aurait eu la latitude de pouvoir se prononcer examiner ça et se prononcer là-dessus. Bien. Alors, dernière question pour terminer. Président, quels moyens d'action restent-ils aux syndicats face à cette décision? Moi, je voulais appeler à l'apaisement. Est-ce qu'il y a des moyens de recours? Oui, mais il y a la justice qui est là, il y a d'autres voies de recours qu'on peut utiliser, mais pour moi, on ne doit pas arriver à là. J'appelle à l'apaisement de deux parties. Je demande au gouvernement c'est vrai qu'il est dans son droit d'appliquer les tests, etc. Mais au vu du contexte, il faut qu'il puisse mettre de l'eau dans son vin. Je demande aussi aux syndicalistes de rester sereins. Parce que le gouvernement, ils vont tout faire pour vous fragiliser. Ça, c'est normal. Nous, on doit fragiliser. Moi, je me souviens, en 2013, ma photo a été brandie avec celle de 3 autres syndicalistes. Et ils ont indiqué que c'était nous les 4 qui étaient contre l'école en Côte d'Ivoire. Ça sont des pratiques anciennes. Je pense qu'on doit pouvoir laisser ça tomber. Est-ce que le problème qui est posé n'est pas fondé? Si oui, comment on répond à ça pour ne pas que demain, ça puisse encore ressurgir et
créer les troubles en Côte d'Ivoire. Il y a une question. Malheureusement, c'est malheureusement la fin. C'est la fin de la réclame publicitaire. Merci à vous, M. Jean-Yves Abonga, d'avoir répondu. C'est moi qui vous remercie. Je serai prêt à revenir chaque fois que vous voulez. Je rappelle que vous êtes le président de l'intersyndicale des travailleurs de Côte d'Ivoire. Merci. Donc à très bientôt. La réclame publicitaire revient juste après pour la seconde partie de l'émission. Voilà, passons maintenant à un autre sujet qui a suscité de vives réactions, la dissolution de toutes les associations d'élèves et d'étudiants à caractère syndical en Côte d'Ivoire par décret pris en Conseil des ministres mercredi 30 octobre dernier. Et pour en parler, nous avons avec nous Hérode Seri, président du mouvement Cri du Cœur, et toujours Arsène Anouma, analyste politique. Bonsoir à vous. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est le plaisir partagé. Merci à vous également. Tout d'abord, suivons ensemble l'annonce faite hier lors du compte-rendu du Conseil des ministres. On regarde. Au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant dissolution d'associations d'élèves et d'étudiants. Compte tenu de la souplesse de la législation relative à la création des associations, qui se forment librement sans autorisation préalable, de nombreuses associations d'élèves et d'étudiants se sont créées et exercent dans les établissements d'enseignement. Toutefois, ces associations, notamment celles à caractère syndical, s'adonnent de façon récurrente à des dérives graves dans la conduite de leurs activités. L'opération diligentée récemment par les autorités universitaires en vue d'assainir les résidences et les cités universitaires a permis de découvrir en ces lieux de nombreuses armes blanches utilisées pour commettre des crimes et semer le désordre sur les campus universitaires et même au-delà de la sphère universitaire. En vue de préserver l'ordre et la sécurité publique, et de garantir durablement le calme et la cohésion sociale dans les espaces scolaires et universitaires, ce décret dissout toutes les associations d'élèves et étudiants à caractère syndical créées et exerçant dans le monde scolaire et universitaire en application de l'article 22 de l'ordonnance 2024-368 du 12 juin 2024 relative à l'organisation de la société civile. Voilà, Hérode Seri, président du mouvement Cri du Peuple. Quelle est votre première réaction face à cette dissolution des organisations syndicales et estudiantines? Je pense bien évidemment que cette dissolution des structures estudiantines, pour moi, paraît être une décision assez forte. Voilà, elle est assez forte. Ça donne l'impression même que le gouvernement certainement a un agenda caché. Parce que c'est vrai que depuis le 30 septembre, où l'événement de la mort du camarade Diagoué Aubin, dit général sorcier, a eu lieu devant le CHU, il y a un certain nombre d'événements qui sont allés très vite. On a constaté que après sa mort, le gouvernement a pris des mesures strictes en plus ou moins suspendant toutes les activités des structures associatives sur le milieu et sur le terrain estudiantin. Ça, c'était une décision qui était notable parce qu'il fallait permettre plus ou moins de faire la lumière sur ce crime que nous condamnons bien évidemment parce que nous disions que dans le milieu estudiantin, toute forme de violence est à proscrire. Mais nous n'avons pas compris la célérité avec laquelle les choses sont allées du côté du gouvernement parce que après la suspension des associations le 5 octobre, suite au décès qui a eu lieu le 30 septembre, on se retrouve le 17 octobre avec une mesure de dissolution après le Conseil national de sécurité. Bon, pendant que nous n'avons pas encore eu les résultats des enquêtes, puisque le secrétaire général de la structure elle-même, la structure Fédération estudiantine scolaire de Côte d'Ivoire FESI, est actuellement sous mandat de dépôt. Et ce dernier, après les auditions, nous n'avons pas encore eu connaissance des résultats des enquêtes. Et là, le gouvernement prend une mesure de dissolution de toutes les structures associatives sur l'espace estudiantin, sur l'espace universitaire. Bon, ça nous amène à nous poser des questions. Veut-on utiliser la loi ou l'appareil judiciaire pour tenter plus ou moins de museler ou de bâillonner toute forme de vérité, de contradiction démocratique sur l'espace universitaire, ou du moins même de façon générale
bâillonner en quelque sorte l'opinion pour des enjeux peut-être électoralistes, parce que nous avons 2025 en vue. Bon, c'est toute cette série de questions-là qui nous taraudent plus ou moins l'esprit. Et nous pensons bien évidemment que c'est une mesure de trop. C'est une mesure de trop et le gouvernement doit, à ce niveau-là, essayer plus ou moins de revoir plus ou moins sa copie. Bien, une mesure de trop, Arsène Anoma, sur quelle base le gouvernement a-t-il pris une telle décision qui se présente pour certaines indiscrétions, et je cite, comme une violation de la liberté d'association, fin de citation? Non, moi je pense que la décision n'est pas inopportune. Le gouvernement n'est pas allé vite en besogne. Il y a, pour une affaire de fessis, il y a le président du mouvement qui disait tout à l'heure que les résultats des enquêtes ne sont pas encore connus, qu'il aurait fallu attendre les résultats des enquêtes. Mais il conviendra avec moi, et il a dit tantôt que lui-même, il proscrit toute violence dans le milieu estudiantin. Ça veut dire qu'il est conscient qu'il y a des violences qui sont existentielles dans le milieu estudiantin. Ça, c'est déjà quelque chose que le gouvernement ne pouvait pas laisser prospérer. Ensuite, à la suite de toutes les perquisitions qui ont eu lieu dans les différentes cités universitaires, sur toute l'étendue du territoire, nous avons découvert, il y a des caches d'armes qui ont été découvertes. Il y a des utilisations abusives des résidences universitaires qui ont été faites. Donc, au vu de tout ça, le gouvernement ne pouvait pas rester là, attendre les résultats de l'enquête sur le décès de feu le général Sorcier pour prendre une décision. Mais si l'enquête révèle le contraire? Non, mais les décisions que le gouvernement la décision que le gouvernement a prise n'est pas contiguë seulement au décès du général Sorcier. C'est toute la gestion. Ça a été l'élément catalyseur, ça a été le mobile. Oui, mais c'est toujours quelque chose qui déclenche quelque chose. Mais il ne faut pas aussi objecter, réfuter de la main toute cette gestion, toute l'atmosphère que tous les mouvements, toutes les associations étudiantines ont instaurées dans les différentes cités universitaires. Et c'est tout ça qui légitime la prise de décision du gouvernement. Aujourd'hui, aucun acteur du milieu estudiantin ou bien du milieu national ne peut nier que la violence existait dans les cités universitaires. Parce que toutes les armes qui ont été découvertes, les grenades, machettes, tenues militaires, existent. Donc le gouvernement ne pouvait pas rester là. Le gouvernement a pris une décision. Maintenant, la décision du gouvernement n'est pas liée au résultat de l'enquête. Le résultat de l'enquête, la responsabilité pénale individuelle. Si les enquêtes révèlent qu'effectivement il y a des coupables, ces coupables-là seront sanctionnés par la loi. Mais les associations elles-mêmes, étant donné qu'elles ont déjà versé dans une certaine dérive violente, le gouvernement a pris la mesure qu'il fallait. Bien avant de revenir, bon, allez-y. Vous le signifiez tout à l'heure que la responsabilité pénale est individuelle. Mais faire porter le chapeau d'un crime qui peut-être a été commis par un individu à toute une structure, ou du moins à l'ensemble de toutes les structures estudiantines, pour moi, c'est de trop. Et je reviens tout à l'heure, excusez-moi, tout à l'heure, on vient de faire quand même, M. Sidik l'a signifié tout à l'heure, cette dissolution, elle va à l'encontre des dispositions de notre Constitution, qui est le palladium de toutes les libertés ici en Côte d'Ivoire. Notre Constitution garantit la liberté d'expression, de pensée, d'association et de réunion. La liberté d'association. Donc pour vous, la liberté, c'est le fait de tenir des machettes dans les cités. Non. C'est le fait de faire des ponctions sur vous allez rebondir tout à l'heure. Ça, ce n'est pas de la liberté. Vous allez rebondir tout à l'heure. Allez-y. Propos que nous sommes contre toute forme de violence. Effectivement, si vous êtes contre toute forme de violence, vous devez abonder dans le sens du gouvernement qui a pris cette mesure de dissolution. Non. Parce que la mesure de dissolution vient pour régler le problème de la violence. Vous allez rebondir. Allez-y, on ne vous entend pas quand vous parlez ensemble. Allez-y. Nous sommes contre la mesure de dissolution, mais nous sommes d'accord pour la mesure de suspension. Parce que, figurez-vous que le 5 octobre, le gouvernement a pris une mesure pour suspendre toutes les activités associatives. En attendant qu'il y ait des perquisitions. On peut faire l'effort au moins de se comprendre sur le plateau. Okay, allez-y. Voilà. Donc, on fait un peu l'effort de nous comprendre plus ou moins. Donc, je disais que depuis le 5 octobre, le gouvernement a pris une mesure de suspension des activités associatives sur l'espace étudiantin. Effectivement. C'est une mesure salutaire. Nous tous, nous avons salué cette mesure. Le temps pour la justice ivoirienne de faire toute la lumière sur les événements qui ont eu lieu, de sorte à ce qu'on soit tous au même niveau d'information. Parce que nous, en tant que peuple aussi, avons droit à ces informations, ou du moins être au même niveau d'information. Mais ce que nous condamnons, par contre, c'est la mesure de dissolution. Parce qu'elle rame à contre-courant des dispositions statutaires de notre constitution ivoirienne,
qui garantissent la liberté d'expression, la liberté de penser et d'association des réunions en son article 19 et 20. C'est là le problème qui se pose. Merci, allez-y. C'est là où je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'il faut faire le distinguo entre la liberté et la pratique de la violence. Ce que les associations ces associations qui n'ont rien à voir avec les crimes de la FESI. Quelles associations? Dissolution de toutes les associations étudiantines syndicales en Côte d'Ivoire. Sur toute l'étendue, moi je ne suis plus étudiant. J'ai fait la cité universitaire d'Abobo 1 aux alentours de 2000 et j'ai quitté la cité universitaire en 2000 après, justement parce que je n'étais pas d'accord avec tout ça, avec toutes ces pratiques violentes-là. Lorsque il y a eu des perquisitions sur toute l'étendue du territoire, toutes les associations étudiantines qui avaient pignon sur rue, que ce soit à Abidjan, Bouaké ou Korogo, il y a eu des armes, il y a eu des faits qui leur sont reconnus, qui se sont passés là-bas. Donc le gouvernement, si le gouvernement a décidé de suspendre, il ne faudrait pas qu'on lise cette décision de dissolution-là au meurtre du général Sorcier. Le meurtre du général Sorcier a enclenché les choses. Mais ce qui se passe actuellement, c'est la résultante de tout ce qui a été découvert dans les cités universitaires et de toutes les pratiques que ces associations d'étudiants-là mènent sur les cités. Donc le gouvernement a pris la maintenant... Mais pendant qu'il y a une administration, il y a des autorités également pour veiller au bon fonctionnement des cités universitaires, telles que le CROU. Oui, effectivement, oui, mais le CROU... Comment ça s'explique? Bon, de toute façon, le gouvernement est un État responsable. Le gouvernement est un État responsable et je pense que s'il y a des complicités, s'il y a des défaillances qui sont reconnues, le gouvernement fera en sorte de sanctionner toute la chaîne défaillante. Aujourd'hui, actuellement, le gouvernement a sanctionné les associations estudiantines. Et je suis convaincu que si le CROU a défailli dans sa gestion des résidences universitaires, le président de la République ne restera pas les bras croisés. Il y a des sanctions qui seront prises s'il est avéré effectivement que le CROU aussi a défailli dans sa gestion. Et comment les élèves et étudiants vont-ils désormais réclamer leurs droits? Effectivement, c'est toute la question qu'il faut se poser. Par exemple, je prends un exemple. À l'INP, par exemple, à l'INP, les étudiants de l'INP ne sont pas brimés. Les étudiants de l'INP font passer... J'ai suivi un reportage la dernière fois sur la structure de gestion associative des étudiants de l'INP. Vous avez dit l'INP, même dans les grandes écoles, voilà, ils n'ont pas forcément besoin de ces associations-là. Mais vous imaginez le campus de Cocody avec des milliers d'étudiants. Mais pourquoi dans les grandes écoles n'ont pas besoin de ces formes Je pense que les étudiants sont des personnes responsables. C'est un temps du savoir. Et ils trouveront en eux-mêmes les canaux idoines, débarrassés de toute violence, de toute brimade à l'encontre des étudiants pour pouvoir faire passer les doléances qu'ils ont à l'administration et au gouvernement pour qu'il y ait des réponses à leurs questions. Bien. Et Rosseri, est-ce que cette dissolution marque-t-elle pour vous la fin d'un cycle pour les associations d'étudiants en Côte d'Ivoire? Je pense que c'est probable. Voilà, ça marque la fin d'un cycle. Mais la question que moi je me pose bien évidemment, pourquoi passer d'un cycle à un autre? Voilà, c'est toute la question que je me pose. Mais en même temps aussi, je vais revenir sur un fait qui a été élucidé tout à l'heure par M. Anoma, c'est ça? Vous avez parlé de violence. Je l'ai signifié tout à l'heure, nous sommes contre toute forme de violence, à tous les niveaux. Jusqu'à arriver à un meurtre, ce n'est pas souhaitable. Mais dans le secteur du transport, par exemple, vous me direz qu'il n'y a pas plus de violence là-bas que dans le milieu étudiantin. La violence est monnaie courante dans le secteur du transport, avec les syndicats des transporteurs. On a assisté à des séries même de meurtres dans ce secteur. Mais on n'a jamais entendu une mesure de dissolution de tous les syndicats dans ce secteur. Donc pour vous... Moi, je viens, écoutez-moi. Quand vous parlez, moi, je fais l'effort de vous écouter. Voilà. Donc, à ce niveau-là, on n'a jamais assisté à une mesure de dissolution. Parce que militer dans une association, c'est un droit qui est reconnu et ça se fait de façon libérale. Vous ne pouvez pas m'imposer l'adhésion à une organisation. Parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est comme si l'État de Côte d'Ivoire prenne cette mesure afin de dissoudre toutes les associations sur l'espace universitaire et de créer peut-être une entité qui va être le porte-parole ou du moins la voix des étudiants ou du moins l'interlocuteur entre les étudiants et le gouvernement. C'est antidémocratique selon moi. C'est antidémocratique. Il faut laisser libre cours aux associations de fonctionner. Par contre, on pouvait apporter des mesures, des réformes au sein des associations ou du moins du milieu estudiantin, de sorte à permettre de réglementer le secteur. Pas de dissoudre.
Nous avons dit que nous sommes d'accord avec la mesure de suspension qui allait permettre que l'enquête donne ses résultats, mais de là aller dissoudre toutes les associations qui existent déjà sur l'espace universitaire, c'est flagrant et ça va carrément à l'encontre des dispositions statutaires de la Constitution ivoirienne. Maintenant, pour le Kourou, vous étiez en train d'ignorer ou du moins de faire comme si vous ne voyez pas la responsabilité du Kourou dans cette affaire d'occupation des chambres de façon illégale. Mais moi, je trouve que c'est un aveu d'impuissance et c'est un échec notable de la part du Kourou de permettre que 5000 chambres soient occupées de façon illégale sur l'espace universitaire. Mais ce n'est pas forcément la faute de la FESI. Il y a aussi la faute du gouvernement à travers l'autorité qui est chargée de réguler les attributions des chambres sur l'espace universitaire, qui est le Kourou. Comment permettre que 5000 chambres soient occupées de façon illicite sur l'espace universitaire? Donc, autant on prend une mesure de dissolution de ces associations, il faut aussi prendre des mesures à l'encontre de ceux qui sont les acteurs de ce milieu-là. Donc, les responsabilités doivent être situées. Il faut que soit le ministre de l'Enseignement supérieur réponde de ces actes-là, parce qu'il est responsable vis-à-vis du Kourou. Et donc, il faut que les responsabilités soient situées. Donc, si on dissout la FESI, on dissout toutes les associations, il faut aussi sanctionner le ministre de l'Enseignement supérieur. Qui lui a proposé la dissolution lors du Conseil de sécurité. Effectivement. Mais peut-être c'est la solution qu'il a eu à trouver. Ah, mais non, mais peut-être qu'en proposant cette solution, c'était une façon pour lui aussi de se protéger. Ah, mais parce que dans cette situation, il fallait bien qu'une tête soit coupée. Et la tête qui a été coupée, c'est malheureusement la tête de la FESI et toutes les structures syndicales sur l'espace. Arsène Anoma, personne ne s'y attendait. La dissolution de toutes les associations syndicales et studentines, dont la célèbre FESI. Comment vous réagissez? Pour moi, la dissolution de la FESI est une bonne décision. Et la décision de la FESI, comme toutes les autres associations étudiantines, c'est une très bonne décision. Parce que toutes les associations étudiantines, sur tout le territoire, étaient sorties de leur rôle, qui est de porter les problèmes des étudiants face à l'administration, face au gouvernement. Les associations étudiantines étaient devenues une mafia, étaient devenues des lieux de mise en exergue d'une certaine criminalité. Nous avons été tous, soit étudiants, ou bien nous avons tous un parent qui a fait le milieu estudiantin. Il ne s'est pas passé un jour ou bien un moment sans qu'on vienne nous relater toutes les brimades subies par ces associations étudiantes. Moi, je ne fais pas de fixation sur la FESI. Pour moi, toutes les associations étudiantines, sur tout l'étendue du territoire, sont sorties de leur rôle. Et le gouvernement ne pouvait pas laisser continuer cette anarchie-là, cette mise en exergue de cette violence d'un milieu qui est censé être un milieu intellectuel. Mais la FESI a fait payer le lourd tribut aux autres organisations. Mais la FESI, effectivement, la FESI a fait payer le lourd tribut aux autres. Mais si les autres organisations n'avaient pas emprunté les pas de la FESI, les autres organisations n'allaient pas être sanctionnées. Moi, il y a quelque chose où je ne suis pas d'accord avec M. Hérode. Il restreint la décision de dissolution au meurtre de feu le général Sorcier. Le meurtre de feu le général Sorcier est l'élément déclencheur. Mais ce n'est pas le seul élément qui a milité en la faveur de la dissolution. Parce que, à la suite du décès du général Sorcier, le gouvernement a pris une mesure de suspension. La décision de dissolution est venue quelques semaines après que le gouvernement ait sillonné toutes les résidences universitaires sur tous les territoires et constaté avec des preuves à l'appui les déviances énormes des associations. Donc, pour moi, si le gouvernement avait entrepris cette démarche-là et que le gouvernement avait trouvé qu'en dehors du meurtre, que le meurtre était par exemple un épiphénomène ou bien un accident, le gouvernement allait soit rester sur la suspension ou bien lever la suspension. Mais toutes les perquisitions, toutes les enquêtes qui ont été faites ont démontré que la FESI et ses corollaires, AGC et autres, étaient tous devenus des associations, vous m'excuserez du terme, mais d'associations de crimes organisés, de raquettes, de mafia, tout ça. Donc le gouvernement a pris la décision qu'il faut. Il était grand temps que la récréation prenne fin et que le milieu estudiantin retrouve sa sérénité, redevienne un milieu où
on privilégie le débat intellectuel, la contradiction verbale, sans recourir à la violence sous toutes ses formes qui amènent au maître. On parlait du maître du général sorcier, mais le maître du général sorcier n'est pas le seul maître. Avant le maître du général sorcier, par rapport au communiqué du procureur, il y avait une autre enquête même qui était en cours. Il y a un autre étudiant qui est décédé. Et il y a eu des choses qui ont été faites. Donc, en fait, ce n'est pas le seul phénomène. Il y a plusieurs dérives. Il y a des actes graves qui ont été posés par les associations étudiantines. Moi, je ne fais pas je ne parle pas seulement de la FESI. Moi, je suis d'accord parce que la décision a frappé toutes les associations sur tout le territoire qui sont venues après la FESI, mais qui, malencontreusement, au lieu d'apporter un souffle nouveau dans l'organisation associative en milieu étudiantin, ont marché dans les pas de la FESI parce qu'elles étaient heureuses d'avoir un microcosme où on avait des libertés extraordinaires et on profitait de ces libertés-là pour avoir des avantages indus en plus sur les étudiants qu'on était censé défendre. Et là, c'est grave. Je ne peux pas accepter que dans ce sens qui sont là pour défendre les étudiants, vous allez venir ponctionner les bourses des étudiants, vous allez brimer certains étudiants, frapper certains étudiants. Non, mais ce n'était pas normal. Il était grand temps que le gouvernement prenne des décisions. Et cette décision-là, pour moi, elle est salutaire. Et le moment de la réorganisation de la vie associative en milieu étudiantin va arriver. Et les étudiants et le gouvernement trouveront un moyen, mais je suis convaincu et vous croyez en l'émergence d'une autre forme d'organisation? Non, il aura forcément. Le milieu étudiantin, c'est un milieu intellectuel. Donc, on ne peut pas... Moi, je le dis, il faudrait que l'équivoque soit levé. Je suis d'accord pour cette décision de dissolution, mais je ne suis pas pour que le milieu étudiantin n'ait pas une organisation associative qui puisse porter la voix des étudiants. Parce qu'il faut que, face à la tutelle, il y ait une entité qui puisse porter la voix des étudiants. Et cette entité-là saura se mettre en place pour qu'elle puisse porter les voix des étudiants sans violence pour les étudiants et sans faire de l'ombre et sans créer des problèmes aux étudiants qui sont censés défendre. Allez-y. Bon, écoutez, M. Anouma, j'ai l'impression qu'on diabolise carrément la Fédération estudiantine scolaire de Côte d'Ivoire. Parce que, vous savez, quoi qu'on dise, il ne faudrait pas aussi balayer du revers de la main certains acquis qui ont été obtenus par les revendications de cette organisation. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu une situation malheureuse qui a plus ou moins conduit à la dissolution de toute la forme de structure estudiantine sur l'espace universitaire. Mais il ne faut pas aussi balayer du revers de la main certains acquis qui ont été obtenus par cette organisation. Mais quand j'ai écouté encore M. Anouma, il fait cas de ce que moi, dans mon analyse, je restreins plus ou moins l'événement de dissolution à la mort de M. Diagoué, au bain dit général sorcier. Mais je ne suis pas en train de restreindre. Par contre, je dis que c'est un élément catalyseur. C'est l'élément qui a permis aujourd'hui au gouvernement d'avoir le mobile nécessaire afin de finir avec la question de la FESI. Il ne faut pas qu'on se mente. Parce que la FESI devenait assez gênante parce que la maîtrise de cette structure-là ne date pas d'aujourd'hui. Tous les hommes politiques, qu'ils soient de gauche ou de droite, ont tenté plus ou moins, depuis la création de l'organisation, de récupérer cette organisation, qui, mine de rien, est une organisation qui arrive à mobiliser les masses. On vous parlez d'un fonds politique, alors? Il y a un fonds politique qui ne dit pas son nom. Et ça, il faudrait qu'on le dise clairement. C'est pour cela que j'ai parlé de célérité dans les décisions qui ont été prises par l'appareil judiciaire en Côte d'Ivoire. Vous voyez-vous, on veut utiliser l'appareil judiciaire pour régler, mine de rien, la question de la FESI à travers ce maître que nous condamnons bien évidemment. Par contre, il ne faut pas chercher plus ou moins à créer une autre forme de structure sur l'espace universitaire qui risque d'être un appendicite à toute forme d'un autre parti politique, à l'image du Messi à l'époque. C'est vers ça qu'on tend. Dissoudre toute forme de structure, toute forme de vérité de contradiction, parce qu'on n'arrive pas à maîtriser la FESI, on crée un nouvel organe qui pourra nous permettre de maîtriser la masse estudiantine, qui, mine de rien, est constituée à 70% des jeunes. Et donc, il faut maîtriser cet ensemble électoral-là qu'est la jeunesse, parce qu'on sait que quand la masse estudiantine s'élève, la jeunesse aussi s'élève. Arsène Anouma, est-ce que vous pensez que ce problème, cette dissolution, a un fond politique? Non, justement, pour moi, c'est fait preuve de... Excusez, c'est fait un mauvais procès au gouvernement. Je ne voudrais pas dire même faire preuve de malhonnêteté intellectuelle. Vouloir ramener cette dissolution-là à un problème politique. Le problème, il n'est pas politique. Il n'est pas politique.
Parce que le gouvernement n'a pas dissous la FESI le lendemain du maître du général Sorcier. Il y a eu une décision de suspension. Effectivement. La dissolution est venue plusieurs jours après que le gouvernement ait sillonné toutes les résidences universitaires de Côte d'Ivoire et ait constaté toutes les dérives qui sévissaient dans ces résidences-là. Avec tout ce que nous avons vu, mon frère qui est en face ne va pas me dire qu'il n'a pas vu toutes les armes qui sont sorties de toutes les cités universitaires. Il ne va pas me dire qu'il n'a pas entendu de la bouche des étudiants, même que la FESI et les autres étaient censés défendre tout ce qu'ils disaient contre ces mêmes... Si effectivement les associations associatives d'étudiants défendaient véritablement les étudiants, je suis convaincu que les étudiants eux-mêmes, comme un seul homme, même si on ne peut pas avoir l'unanimité, mais la majorité écrasante allait se lever pour dire que nous ne voulons pas que notre instrument qui nous défend soit dissous. Parce que cet instrument des violences, la FESI a toujours défendu les étudiants. Ah oui, la FESI a toujours défendu. C'est pour ça qu'il dit que vous diabolisez, vous faites un mauvais procès. En fait, le problème c'est quoi? On était dans une situation de mafia, on était dans une omerta. On était dans une situation de mafia comme en Italie. Même lorsque tu es contre ce qui se met en place, tu ne peux pas objecter. Aujourd'hui, les langues se délient dans les cités universitaires. Les langues se délient. Moi, je ne parle pas de la FESI en tant que quelqu'un qui l'a... Je le dis, moi, j'ai vécu à la cité universitaire d'Abobo de 1998 à peu près 2000. Le secrétaire général Sai Sai, c'est lui, il a fait la FESI, il connaît Sai Sai. Sai Sai était secrétaire général de la cité d'Abobo 1 lorsque moi, j'étais à la cité d'Abobo 1. Et j'ai quitté la cité d'Abobo 1 effectivement parce que je ne supportais plus les brimades, je ne supportais plus la dérive de la FESI. Donc lorsque je parle de la déviation de la FESI et des autres, je parle en quelqu'un qui est témoin, qui a vécu cela. Je ne parle pas de cela comme quelqu'un qui a entendu. J'ai vécu plus de 5 ans à la cité universitaire. J'étais dans une chambre FESI, au bâtiment C, dans une chambre C3. Et pourquoi une chambre FESI? Mais justement, j'étais dans une chambre FESI parce que j'étais dans une grande école et je voulais être je ne pouvais pas être admis et j'ai profité... Vous étiez un occupant illégal. J'étais un occupant illégal. Justement, j'étais un occupant illégal, mais je n'occupais pas la chambre de façon gratuite. J'ai occupé la chambre en contrepartie financière. C'est ce qui se poursuit actuellement sur les campus. C'est pour cela qu'on s'est retrouvé en train d'enregistrer près de 5000 chambres qui appartenaient à des étudiants. Là, moi, je suis d'accord avec lui. C'est donc un problème qui a toujours existé alors. Oui, non, c'est un problème qui a existé, c'est pas maintenant. Aussi se préoccupait de la situation des élèves étudiants. Non, elle ne se préoccupait pas. Parce que ces chambres-là n'étaient pas données gratuitement. Non, même ces chambres-là n'étaient pas données gratuitement. Moi, la chambre que j'occupais, je la payais. C'est suite au dysfonctionnement du CROU qu'on se retrouve en train de voir des chambres attribuées par la FESI. De toute façon, là où moi je suis d'accord avec vous, pleinement, on n'allait pas se retrouver avec la FESI qui octroie des chambres aux étudiants. Merci. On va faire place maintenant à la prochaine rubrique. C'est le carton rouge, rubrique dans laquelle vous feriez un coup de gueule ou des coups de gueule sur des sujets qui ont trait à la vie de la nation ou de d'autres nations. Et la règle, c'est que lorsque vous faites votre carton rouge, après quoi, l'autre invité a un droit de réponse, mais vous ne pourrez pas rebondir. Pareil pour le second également. Le carton rouge. Voilà, nous sommes dans le carton rouge et le premier carton de cette émission avec Euro Série. Merci beaucoup, M. Sidik. Carton rouge au phénomène de la drogue en milieu scolaire et étudiantin. Je pense qu'aujourd'hui, ce phénomène est récurrent dans notre milieu et cela baisse plus ou moins le rendement de nos enfants. Et donc, à travers ce carton rouge, j'en appelle à la responsabilité de tous, à commencer d'abord par les parents. La responsabilité première incombe aux parents, aux élèves et étudiants eux-mêmes, et par la suite aussi à la responsabilité de nos autorités, qui, à mon sens, doivent faire preuve de beaucoup de fermeté à ce niveau-là, parce que quand on assiste à... On voit des jeunes ici, ça et là, en train de fumer la chicha, la drogue Kadhafi, en milieu étudiantin, ça n'honore pas notre système éducatif. Et donc, ça nous donne des résultats insuffisants et ça donne l'impression que notre système éducatif est défaillant. Donc, mon carton rouge était à ce niveau. Bien, Arsène Arnaud, ma réaction sur ce carton rouge. Moi, je suis parfaitement d'accord avec lui. Hein, et moi, je vais élargir cela à toute la société ivoirienne. Aujourd'hui, la drogue est devenue quelque chose de trop présent dans la jeunesse. Voilà, trop présent. Moi, chez moi, quand je vais à Bobo, où j'ai grandi, quand je vais voir mes parents à Bobo,
mon quartier, les jeunes là fument la drogue partout, dans les couloirs, partout. Chez moi, à Bobo-Sejefia, par exemple, c'est devenu presque, il y a certains endroits du quartier qui sont des fumoirs à ciel ouvert. Et c'est désolant parce qu'aujourd'hui, c'est difficile d'avoir une famille en Côte d'Ivoire où il n'y a pas quelqu'un qui est un jeune qui est drogué ou bien qui a touché la drogue. Et je pense que pour cette nouvelle société, cet Ivoirien nouveau qu'on veut construire, il faudrait que le gouvernement prenne des mesures. Il y a des mesures qui sont déjà prises, mais il faudrait que ce soit encore beaucoup plus approfondi pour que la drogue soit définitivement chassée dans le quotidien de la jeunesse ivoirienne. Merci. À vous maintenant de faire votre carton rouge. Mon carton rouge est relatif à la politique internationale, aux élections qui vont se passer aux États-Unis. Je désapprouve le traitement que les médias, je peux dire occidentaux, font du candidat Trump, parce que j'estime que les Américains, c'est la plus vieille démocratie au monde, ils savent ce qu'ils veulent, et si un parti, comme le Parti républicain, a décidé de faire de l'ancien président Donald Trump son nouveau candidat, je pense que c'est parce qu'ils sont conscients qu'il peut apporter quelque chose à leur pays et au monde. Et j'ai l'impression, et ce qu'on voit sur les médias en général, on tend à discréditer sa candidature, à le montrer comme quelqu'un qui ne sera pas à la hauteur de la gestion s'il revenait au pouvoir. Alors que je pense que lors de son précédent passage à la tête des États-Unis, à la Maison-Blanche, il n'a pas été le plus mauvais président. Et certaines statistiques même le donnent comme quelqu'un qui aurait qui aurait permis à l'Amérique de faire des prouesses économiques. Donc, pour moi, j'estime que le traitement que les médias occidentaux font de ce candidat-là n'est pas bon. Bien. Et ça discrédite même le fait que ce soit des médias qui sont impartiaux. Réaction ou question sur ce carton rouge? Bon, je veux juste réagir à ce niveau-là pour dire que ce n'est pas fortuite cette réaction de la part des médias occidentaux. D'autant plus que on connaît plus ou moins le rapprochement de Trump avec le président russe. Et donc, si les médias occidentaux peut-être se mettent à diaboliser Donald Trump, c'est parce qu'il y a des enjeux qui pointent à l'horizon, notamment la guerre russo-ukrainienne qui peut peut-être connaître son épilogue à travers la victoire peut-être de Trump. Les États-Unis aujourd'hui sont la première puissance économique du monde et aussi la première puissance militaire. Donc, une telle élection là-bas doit forcément cristalliser en quelque sorte l'opinion nationale et internationale même, parce que tous les regards sont actuellement figés sur les États-Unis. Et donc, pour les Occidentaux, l'enjeu majeur, c'est comment faire en sorte que des deux candidats qui sont là, cette forme de bipolarisation du monde-là puisse demeurer et que les Occidentaux puissent contrôler plus ou moins le système mondial et pour ne pas qu'on se retrouve dans une sorte de montée en puissance du bloc soviétique qui pourrait, mine de rien, connaître la fin de la crise russo-ukrainienne en faveur de la Russie. Donc je pense plus ou moins que les Occidentaux, à travers les médias, voient plus ou moins le rapprochement entre Trump et peut-être Poutine, qui malheureusement ne fera pas l'affaire des puissances occidentales. Place maintenant à la dernière rubrique de cette émission, le chiffre du jour, rubrique dans laquelle nous mettons en avant des chiffres en rapport avec la vie de la nation ivoirienne ou de d'autres nations. Le chiffre du jour, c'est 10. Qu'est-ce que ça vous dit? C'est lié à l'actualité internationale également. 10. Non loin de la Côte d'Ivoire. 10. Ouais. 10. Un pays voisin, frère de la Côte d'Ivoire, vous ne voyez pas. D'accord. Burkina Faso, il y a 10 ans, une insurrection renversait Blaise Compaoré le 31 octobre 2014. Sous la pression d'une insurrection populaire, Blaise Compaoré démissionne et quitte précipitamment le Burkina Faso, mettant fin à 27 ans de pouvoir. Depuis des mois, les Burkinabés, soutenus par des partis d'opposition et des mouvements comme le Balai citoyen, contestaient contre son projet de réforme constitutionnelle. En seulement 48 heures, l'homme fort du pays a perdu son trône. Comment réagissez-vous 10 ans après cette situation? Bon, je crois que si on s'en tient plus ou moins à l'historique que vous venez de mettre sur la table,
ça a été une révolution pour nous autres en tant qu'acteurs de la société civile. Ça a été une révolution qui a fait école. Voilà, parce que vous avez signifié tout à l'heure le ballet citoyen, c'est un mouvement citoyen au niveau du Burkina Faso. Et Dieu seul sait combien de fois ce mouvement-là a dû être vraiment combattu. Qui est aujourd'hui presque mort. Voilà, presque mort. Bon, ça c'est peut-être après la chute de Blaise. Certainement que c'est un problème d'organisation interne. Mais je veux dire que le fait déjà que de par le ballet citoyen, le peuple burkinabé puisse prendre ses responsabilités afin de finir avec la dictature qui était la dictature de Blaise Compaoré. Et malgré tout, un président est arrivé au pouvoir, Kaboré, qui était élu démocratiquement, qui était après, on a assisté encore à un coup d'État. C'est malheureux, c'est dommage. C'est dommage, mais je me dis que, bon, moi personnellement, je suis contre toute forme de coup d'État militaire, sincèrement. Pour moi, la seule voie alternative pour changer les choses demeure la voie démocratique, demeure la voie des urnes. C'est comme ça que moi je comprends les choses. Mais je veux dire, le soulèvement populaire du ballet citoyen, du peuple burkinabé à travers le mouvement, le ballet citoyen, pour moi était un soulèvement qui devait faire école. Parce que c'est parti du ras-le-bol de la population, voilà, c'est parti de toutes les insuffisances au niveau de la gestion du président burkinabé de l'époque, Blaise Compaoré. C'est parti de toute cette forme d'oppression et de dictature de la part de ce régime-là. Et ça a donné la possibilité au peuple burkinabé de s'exprimer et de faire valoir ses droits. Mais bon, après on a assisté à des coups d'État qui ont jusqu'à aujourd'hui amené peut-être le président Ibrahim Traoré au pouvoir. Mais bon, c'est de la responsabilité toujours du peuple burkinabé, hein, je me dis. Donc nous sommes à l'extérieur de ce pays, nous sommes un pays voisin, nous regardons de loin plus ou moins ce qui se passe là-bas. Mais je pense bien que voilà, à ce niveau-là, voilà plus ou moins ce que je voulais apporter comme... Bien, Arsène Ano, ma réaction, hein, disant que... Bon, moi je suis aujourd'hui attristé du fait que aujourd'hui le Burkina est dans cette situation d'instabilité là, avec la montée en puissance des mouvements terroristes et puis aussi un déni de liberté. Parce qu'il faut reconnaître qu'actuellement au Burkina, il est difficile d'exprimer ses opinions. Vous avez tantôt parlé du mouvement de la société civile et ballet citoyen qui était à la pointe du combat pour faire partir l'ex-président Compaoré. Mais aujourd'hui, les principaux leaders de ce mouvement-là sont en exil. Ils ne peuvent plus s'exprimer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce pourquoi ce soulèvement-là aurait dû apporter des réponses, ça n'a pas été. Et je pense qu'il y a une régression démocratique dans ce pays-là. Ce que nous pouvons espérer, et là où je suis d'accord avec mon frère, moi aussi, je désapprouve toute prise de pouvoir par la violence, parce que j'estime que la meilleure expression, c'est la voie démocratique. Donc pour moi, j'ose espérer que l'État burkinabé, qui est un pays frère, parce que ce qui les touche, nous touche aussi. Aujourd'hui, nous avons une forte population de déplacés dans notre pays, c'est pas bien. Et j'ose espérer que ce peuple-là saura se ressaisir et puis que la stabilité, le calme reviennent au Burkina et qu'ils reviennent dans un exercice véritablement démocratique de la gestion étatique de leur pays. Merci à vous, Arsène Anoma, analyste politique, qui rejoint l'équipe des consultants de Reflet TV dès ce mois de novembre à partir de la semaine prochaine. On se retrouve très bientôt. Merci. Merci à vous, Hérode Seri, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président du mouvement Cri du Peuple. C'est ça. Merci beaucoup. On espère vous revoir très prochainement. Il n'y a pas de souci. En tout cas, quand vous estimez que je peux apporter ma petite contribution, je serai là. Bien, émission ouverte à tout le monde. Pour participer à cette émission, n'hésitez pas à envoyer juste un message à notre page Facebook Reflet TV ou à notre adresse mail redaction@reflet.tv et vous aurez l'occasion, pourquoi pas, de participer à l'une de nos émissions qui se veut l'expression pure de la démocratie en Côte d'Ivoire. Émission ouverte à tout le monde, c'est la télé du peuple. Reflet TV, portez-vous bien, que Dieu veille sur vous et sur la Côte d'Ivoire. Surtout, bonne célébration de la fête des morts Toussaint. Que Dieu veille sur vous. Bonsoir.